Il m'a demandé si j'étais armé, j'ai dit oui, j'ai un revolver. J'en avais deux. J'en avais un de rechange sur la jambe gauche. On est arrivé au Holiday Inn sur la route 95 et 4 gars sont sortis de leur voiture. Je lui ai demandé si c'était eux, il m'a dit oui. Et il y en a d'autres à ta gauche. J'ai tourné la tête et j'ai vu 4 autres gars. Je me suis approché du plus vieux et il m'a demandé si j'étais bien arrivé. J'ai dit oui. Suis-moi. Je me suis assis sur la banquette arrière d'une auto à côté d'une femme. Elle prenait les décisions. Dès qu'elle parlait, tout le monde se tenait tranquille sans dire un mot. Il l'écoutait. Son mari était assis à l'avant, il n'a pas ouvert la bouche. Il m'a pas posé une seule question. C'était elle qui donnait les ordres. C'était la grande patronne. Je me faisais faire la leçon par une femme. Je ne savais pas trop comment réagir. Je ne pouvais pas lui dire « va te faire foutre ». Elle m'a demandé si c'était bien moi qui avais gâché la tuerie de la veille. J'ai répondu que d'une certaine façon, oui, c'était moi. Elle m'a dit qu'elle planifiait ce coup depuis plusieurs mois et que c'était la première fois que l'occasion se présentait et que j'avais tout gâché. Elle m'a dit, je vais faire un marché avec toi. Tu les trouves et tu les tues pour moi et on sera quitte. Ce sont les 2 frères qui m'intéressent. Les 4 autres avaient la malchance de se trouver à leur table, c'est tout. Je lui ai dit, vous étiez prête à sacrifier 4 gars pour en tuer 2? Elle m'a répondu que c'était sa façon de faire, fusiller toute la table. D'éliminer tout le monde. J'étais surpris. Elle parlait de meurtre comme si de rien n'était. Je lui ai demandé de me laisser une semaine pour les trouver. Elle m'a dit, quand ce sera fait, appelle-moi. Je te donnerai 50 000 $ pour chacun d'eux. Sur le chemin du retour, j'ai posé des questions à Flacco. Qui est cette femme, mon vieux? Il m'a dit que c'était la marraine. Tu peux m'en dire un peu plus à son sujet? Je l'ai connue en Colombie. Et elle est dangereuse. Si tu ne fais pas le boulot, elle va t'éliminer. C'était la grande patronne. C'était la marraine de la contrebande de cocaïne. En arrivant à l'hôtel, j'ai raconté au gars ce qui s'était passé. Vanegas était là. Je lui ai dit qu'on était dans la merde jusqu'au cou avec cette femme. Si on ne trouve pas les frères, il va falloir se tirer d'ici, parce qu'ils vont nous tuer. Ils me l'ont dit. Vanegas m'a dit qu'il savait où trouver le plus vieux. C'était tout ce qu'il nous fallait, un des 2 frères, parce qu'il allait nous conduire au 2e. Je lui ai dit d'aller dans une cabine téléphonique pour l'appeler et organiser une rencontre le soir même. On va le kidnapper et leur livrer. On l'a appelé, pas de réponse. Le lendemain, toujours pas de réponse. Le 3e jour, toujours rien. Je perdais espoir. Le 4e jour, il a fini par répondre. Vanegas lui a donné rendez-vous au Ramadaïn en lui disant qu'on avait des armes et des explosifs à vendre. Et quand il est arrivé à l'hôtel, il était avec son fils, un garçon de 15 ans. C'était pas prévu. Vanegas a eu la bonne idée de lui dire de laisser son fils dans l'auto. Sinon, il aurait fallu amener le garçon avec nous. Il bavardait, rigolait avec Vanegas. J'étais caché derrière un arbre et quand Vanegas a ouvert le coffre, je suis arrivé et j'ai appuyé mon arme dans ses côtes. Je lui ai dit, je te cherchais. Il m'a répondu, je te dois rien. Non, mais quelqu'un d'autre te cherche, une femme. Elle s'appelle Griselda Blanco. Il m'a dit, cette grosse salope, je ne lui dois rien. Kumbamba lui a donné un coup de pied au visage et lui a cassé les dents, en disant, un peu de respect pour la dame. Tu le lui diras quand tu la verras, on travaille pour elle. Il est devenu livide. Tu vas bientôt la rencontrer. Il s'est mis à trembler. 1 heure plus tard, ils sont venus le chercher. Le lendemain, j'étais chez moi. Il était 16 h. Elle est arrivée. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Ma femme faisait cuire du poisson. Elle a dit, j'adore le poisson. Pendant le repas, elle m'a raconté comment il l'avait tué et découpé en morceaux. Pendant qu'on mangeait. Je lui ai dit, vous l'avez tué? Oui, je l'ai tué. Et Kumbamba l'a découpé. Il l'a mis dans une petite boîte et il l'a emballé comme un cadeau avec un chou sur le dessus. Puis on l'a laissé sur l'autoroute, près d'ici. J'ai dit, près de chez moi? Oui. On roulait vers le sud pour venir te rendre visite et on en a profité pour s'en débarrasser en chemin. Je l'ai regardé en disant, vous plaisantez, pas vrai? Non, c'est vrai. Vous avez l'habitude de faire ça? Elle a dit oui. Elle aimait bien découper les gens en morceaux avant de s'en débarrasser. Griselda Blanco a grandi dans une grande pauvreté avec sa mère à Medellín. Elle était prostituée. Elle a commencé sa carrière de criminelle comme voleuse à la tire. Puis elles ont déménagé à New York et elles se sont lancées dans le trafic de drogue. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était vers la fin de 1973. Selon nos renseignements, elle représentait une nouvelle menace pour les États-Unis. Ses affaires prospéraient. C'était une importante contrebandière colombienne. Rafa et Griselda étaient des amis d'enfance. Rafa lui donnait tout.
Au milieu des années 70, Griselda a été accusée dans la plus grosse affaire de cocaïne de New York. Après quoi, elle a disparu. On a émis un avis de recherche. J'ai perdu sa trace le jour de son inculpation, jusqu'à ma mutation à Miami. On ne peut pas dire à quel moment précis elle est arrivée à Miami, probablement en 78. On ne savait pas où elle se cachait, mais on savait que c'était une grosse trafiquante. Dans la culture latine, il est très rare qu'une femme soit à la tête de sa propre organisation. Je me suis dit qu'elle devait être extrêmement dangereuse. Griselda devait prouver à tous les autres Colombiens qu'elle était capable de faire le travail. Elle voulait que les gens la craignent. Et c'était le cas. Les gens la craignaient. Sa réputation la précédait partout où elle allait. J'ai fait l'erreur de ne pas savoir exactement qui elle était au début. Je l'ai rencontrée dans une fête chez Rafa. J'étais attiré par les femmes d'origine latine. J'ai demandé à Rafa qui elle était. Et Rafa m'a dit « Oh non, pas touche ». Pourquoi pas? Il m'a dit « Si tu baisses cette femme, je serai obligé de la tuer ». J'ai demandé à Max de qui il s'agissait et il m'a tout raconté. Elle était hypocondriaque. Elle était décadente. Elle m'a offert une Ferrari de 80 000 $ à Noël. Elle était riche à craquer. Ses cadeaux de Noël étaient toujours somptueux. Une bague d'Eva Perón, Toutes sortes de bijoux. Une grande consommatrice de cocaïne épurée. Une lesbienne. Paranoïaque. Ça dépassait la fiction. Miami Vice était de la petite bière à côté d'elle. Et elle avait 3 fils plus âgés. Elle a appelé son plus jeune fils Michael Corleone Sepulveda. Absolument incroyable. si on parle de ces meurtres, bon sang. On l'appelait la veuve noire parce qu'elle avait tué 2 de ses maris ou les avait fait tuer. Cette femme tranchait littéralement la gorge des hommes après avoir couché avec eux. Je ne sais pas combien de fois elle a fait ça. Je me disais qu'elle ne me ferait pas ça parce que Rafa allait me protéger. Mais Max m'a prévenu que ça ne changerait rien. Elle peut coucher avec toi un soir et te trancher la gorge le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver? La guerre va éclater. Griselda était plus dangereuse que n'importe quel homme de ce milieu. Dadeland était la première affaire de meurtre dans laquelle on a su qu'elle était impliquée. Les gars de Griselda sont entrés dans le magasin et lui ont fait exploser la cervelle. La moitié de la cervelle. C'était en juillet 1979. J'imagine qu'il mourrait de soif. C'est cette fusillade qui l'a propulsé parmi les plus violents trafiquants de drogue qui soient. C'est ce qui a déclenché la guerre de la cocaïne. Les meurtres se multipliaient et Griselda Blanco jouait un rôle de plus en plus important dans ce qu'on appelait la guerre de la cocaïne. Elle a tué un grand nombre de Colombiens et de Cubains pour rester au sommet. Wherever they go, they take their special brand of viciousness with them. This woman known as La Madrina, the godmothers, Elle était responsable de la plupart des meurtres commis dans le sud de la Floride durant ces années-là. 79, 80, 81, 82, voilà les années où elle a dévasté le comté de Dade avec ses tueries. Griselda Blanco était un véritable ange de la mort. Aucune autre organisation n'a commis autant de meurtres que celle dirigée par Griselda. Aucune. Elle pouvait tuer pour quelque chose d'aussi ridicule qu'une soirée au restaurant. On est allé au Perros, sur la plage. Si elle mangeait et que le propriétaire lui faisait des ennuis, Cette espèce de colosse s'est mis à déblatérer devant elle et à m'insulter. elle s'est dit que ce proprio aille se faire foutre, je vais raser son commerce. Puis, on est parti. Ces gars sont arrivés à moto et ils se sont mis à tirer sur tout le monde qui faisait la file pour entrer. Il s'est fait mitrailler directement devant la porte. Ils ont essayé de me mettre ça sur le dos, mais j'étais pas en ville. Il avait dû frayer avec les mauvaises personnes. Riverita est devenu l'homme de main de Griselda. On était toujours 3 ou 4 gars à l'entourer. Elle avait son armée. Une bande de truands. Ces gars étaient exactement comme dans les films. Il y avait Paco, Paco Sepulveda, Diego Sepulveda, Toto, Carlos Vanegas, Alonso Ayala, De la vraie racaille, comme dans The Gang That Couldn't Shoot Straight. Uber, Guillermo Velasquez, À la différence qu'ils tuaient de vraies personnes. Kumbamba, Monteco, Diego Escobar, Oscar Mario. Jaime Bravo. C'était d'abord et avant tout des tueurs à gages. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Certains sont pharmaciens, d'autres éboueurs. Eux, ils étaient assassins. C'était comme ça. Chucho Castro était son homme de main en chef. À mes yeux, c'était l'un des meilleurs hommes de main de Griselda. C'était une légende. Il ratait jamais son coup. Le fils de Griselda, Osvaldo, avait 15 ans à l'époque. Il vivait à 100 000 à l'heure.
Il était toujours armé et vendait 300 à 400 kilos de cocaïne par mois. Sa mère dirigeait tout. Il se prenait pour Don Corleone et il essayait de l'imiter. Et ça marchait. Il était arrogant à cause de sa mère. C'était un petit malin.